qui s'adresse aux intervenantes et aux femmes, puis d'y insérer mon expérience, celle de mes collègues, sur des éléments qui peuvent arriver dans le parcours, mais j'aimerais surtout qu'on focus sur les solutions, parce que c'est pas parce que le parcours a mal commencé ou que vous avez l'impression qu'il y a eu des problèmes que ça va mal finir, parce que l'important, c'est de prendre de corriger le tir, en fait. Donc, je voulais vraiment qu'on se concentre sur les solutions aussi, identifier le problème et les solutions. Donc, je vous partage mon écran. Génial. Alors, voilà, donc ma présentation, c'est sur la demande d'asile avec justement une particularité des personnes ayant vécu une violence sur le genre. Et justement, je voudrais mentionner la violence sur le genre, ça s'est produit dans le pays d'origine. Il y a aussi des personnes qui ont vécu de la violence sur le genre ici. Par exemple, il y a différents profils. Il y a des personnes qui viennent avec ces violences-là déjà vécues, mais il y en a déjà qui, au moment de remplir la demande, ils vivaient de la violence sur le genre pendant qu'ils faisaient leur demande. Donc, j'essaie d'adresser un peu tout ça dans ma présentation. Alors, on commence par les personnes qui ont déposé l'asile l'ont soit fait à la frontière, comme c'était le cas de Soulia, ils l'ont soit fait à l'aéroport, donc les personnes qui n'ont pas besoin de visa, par exemple, c'est le cas des personnes du Mexique. Souvent, ils peuvent venir en avion et là, ils déposent l'asile à l'aéroport. Mais des personnes qui ont besoin de visa pour venir au Canada, bien, souvent, ils vont passer par la frontière ou il y a des dépôts à l'interne. Donc, Soulia, c'est un exemple de la frontière et c'était vraiment intéressant. Bien, pas intéressant, je veux dire que c'était important. Ce qu'elle soulignait, c'est que les personnes qui arrivent et qui ont déposé à la frontière, c'est des gens qui ont rempli des formulaires à la frontière. C'est des gens qui, s'ils ne parlaient pas français ou anglais, ont été assistés d'un traducteur. Par contre, à la frontière, il n'y a pas nécessairement d'intervenants ou d'avocats ou d'avocates qui peuvent avoir été observateurs de ce qui s'est passé. Donc, on a des notes d'agents parce qu'il va y avoir aussi des entrevues conduites par des agents. Quand Soulia parlait de policiers, c'est des agents de l'agence qui ont mené une entrevue auprès d'elle, posant des questions déjà là sur son histoire. Donc, je vais y revenir à ça, mais c'est ça qui arrive quand les gens déposent à la frontière, là, quand ils sont devant vous, par exemple. Là, je parle un peu aux intervenantes. Les femmes qui ont déposé l'asile à la frontière, ça va être ce qui s'est passé, c'est ça. Remplir les formulaires à la frontière avec un traducteur et il y a sûrement eu une entrevue avec un agent. Aussi, il y a des particularités maintenant que nous sommes en COVID. C'est pour ça qu'à l'interne, on est possible de faire une demande d'asile en ligne. Ça, c'est nouveau. Donc, ça, c'est vraiment intéressant parce que tout se fait en ligne. On dépose l'asile et ensuite, ça se fait par e-post comme tous les formulaires que Soulia parlait. Bien là, ça se fait par e-post. Ça se peut que les femmes à l'interne aient rempli avec un avocat sa demande, un avocat ou une avocate, aient rempli avec un consultant ou une consultante, un ami ou seul. Donc, quand je vous parlais des femmes, là, je m'adresse surtout aux femmes en ce moment. Si vous avez déposé votre demande d'asile à la frontière ou à l'aéroport, vous avez un duotime qui vous a été donné avec une copie des formulaires et avec une copie de l'entrevue que vous avez faite avec l'agent. C'est super important de conserver ça parce que c'est important que votre représentant soit au courant de ce que vous avez écrit. Comme Soulia le disait, on remplit des informations qui sont déjà en lien avec notre histoire. Donc, le représentant, ce qu'il veut savoir, le représentant, l'avocat, veut être au courant de ce que l'information qui a été donnée. Parce que parfois, l'information ne concorde pas avec l'histoire pour des raisons simples. Vous arrivez, vous avez fait un long voyage, vous n'êtes pas nécessairement au meilleur de votre forme, puis c'est très rapide, on vous demande de remplir tout de suite les formulaires. Donc, on veut savoir ce qui a été déposé pour corriger le tir au besoin. Donc, c'est pour ça que c'est important. Si jamais vous les avez perdus, c'est aussi une possibilité. Pas de panique. Il faut juste contacter votre avocat ou votre avocate pour dire « je n'ai pas les formulaires d'entrée et je n'ai pas les notes de l'agent ». Les notes de l'agent, on ne peut pas les obtenir, mais il est possible d'obtenir une copie des formulaires. L'avocat va juste demander à la commission d'avoir une copie. Donc, c'est pour ça que le plus tôt sera le mieux. Si jamais vous les avez perdus, pas de panique.
Donc, la première étape d'une demande d'asile, c'est déposer le formulaire de fondement de demande d'asile qui inclut l'histoire. Soulia a souligné tout ce qui était délai. Elle se sentait dans une urgence parce que c'est vrai qu'avant la COVID, c'était un délai de 15 jours pour soumettre l'histoire. En fait, il était possible de soumettre le formulaire pas complètement complété, là, mais en bref, c'était très, très serré comme délai. Toutefois, avec la COVID, qu'est-ce qui se passe? C'est que si jamais vous avez un papier brun, que vous êtes rentré après le 13 mars 2020, que vous avez un papier brun, mais que vous n'avez pas soumis votre histoire, on parle d'un délai de 45 jours. Donc là, on parle d'un délai qui est beaucoup plus grand. Et pour les demandes internes, donc, par exemple, là, les intervenantes, si jamais vous avez une femme qui est devant vous et vous pensez qu'il y a des motifs pour qu'elle demande l'asile, eh bien, il n'y a pas de délai à respecter. Donc, elle n'a pas une urgence. Toutefois, dans les deux cas, là, il faut le faire le plus rapidement possible. Donc, quand la personne a le papier brun, on a 45 jours. On se fie à la date du papier brun pour calculer. Mais la demande interne, il n'y a pas de délai. Par contre, on veut le faire le plus rapidement possible pour mettre toutes les chances du côté de la femme. Parce que si jamais la femme attend, par exemple, la femme était visiteur et restait après son statut, craint de retourner dans son pays, elle vous parle de ça, mais qu'elle dépose la demande 6 mois plus tard, c'est pas dramatique, mais il va falloir qu'on l'explique. Je craignais pour ma vie, mais je n'ai pas déposé l'asile parce que je ne connaissais pas les procédures, etc. J'ai écrit audience en désistement, c'est que parfois, ça peut être un stress. On va recevoir un papier qui dit audience en désistement. Encore là, n'ayez crainte. En fait, c'est que ça arrive quand le délai n'a pas été respecté. Quand le délai n'est pas respecté, la commission va venir vous voir, elle va envoyer un document à votre avocat et à vous pour dire une audience en désistement. L'objectif, c'est que vous expliquez pourquoi vous n'avez pas respecté le délai. Mais si vous prouvez que vous voulez toujours demander l'asile et que vous avez toujours l'intention de le faire, ce n'est pas une audience qui est difficile. Vous n'allez pas devoir parler de votre histoire. On ne va pas traiter de votre histoire non plus. On va juste s'assurer que c'est toujours votre intention et que vous n'avez pas respecté le délai, mais que vous avez l'intention, donc on va conserver votre demande d'asile. Mais c'est important de se présenter à cette audience-là. Donc, on ne stresse pas, mais on s'y présente, c'est super important. Ce qui est important, la première étape, c'est de trouver un représentant. Ça va vraiment alléger le processus que de le faire seul. En fait, j'ai une liste, mais j'ai oublié de l'intégrer dans mon PowerPoint, donc je vais l'envoyer à Mariam, puis on pourrait comme l'envoyer aux participants, une liste d'avocats qui, notamment, acceptent l'aide juridique, parce que l'aide juridique, vous avez droit d'obtenir l'aide juridique quand, par exemple, juste pour votre information, les demandeurs d'asile, quand ils arrivent, ont droit à l'aide sociale avec le papier brun. Automatiquement, vous avez aussi droit à l'aide juridique. Si vous ne recevez pas d'aide sociale, donc par exemple, vous avez commencé à travailler, mais que vous ne gagnez pas suffisamment d'argent, donc vous en gagnez pas une tonne, vous pouvez être toujours admissible à l'aide juridique. Et ça, il faut demander un rendez-vous à son avocat-avocate. Par contre, ce n'est pas tous les avocats ou avocates qui acceptent l'aide juridique, mais ça se demande. Vous pouvez demander quand vous appelez au téléphone, acceptez-vous l'aide juridique? Et il y a quand même plusieurs avocats qui l'acceptent. C'est justement la liste que j'aimerais vous communiquer d'avocats qui acceptent l'aide juridique. Par rapport à ça, j'aimerais qu'on démystifie des mythes entourant tout ce qui est payé, argent, etc. Le premier, c'est vous n'obtiendrez pas plus rapidement une date d'audience en payant votre représentant. On l'a déjà entendu, par exemple, pas nécessaire de personnes, mais aussi si un représentant vante ses services en disant qu'il peut vous obtenir une date plus rapidement car il connaît des gens à la commission, c'est impossible. Comment ça fonctionne, obtenir une date? C'est que quand on dépose la demande d'asile, la commission va se charger d'envoyer les dates d'audience possibles à l'avocat. Donc, comment ça fonctionne? C'est qu'un jour, par exemple, moi, je reçois un appel de la commission. Ils me disent, Maître, on a telle disponibilité pour l'audience. Êtes-vous disponible?
Par contre, ce n'est pas moi qui peux appeler la commission pour obtenir une date. C'est vraiment la commission qui m'appelle. Après, je dis si je suis disponible à cette date-ci ou pas. Le délai varie. Soulia, c'est un exemple très rapide, mais il y a des exemples plus lents. On y reviendra après sur qu'est-ce qu'on peut faire pendant l'attente, parce que ça peut être un moment stressant, c'est sûr. Deuxième chose, contrairement à d'autres demandes possibles, je ne sais pas si vous connaissez, peut-être que vous en parlez dans la communauté, demandes humanitaires et parrainages, c'est des demandes qui viennent avec des frais administratifs. Mais pour une demande d'asile, on parle d'une procédure qui est gratuite. Si vous êtes avec un avocat qui accepte l'aide, Si vous êtes avec un avocat qui accepte l'aide juridique, tout est couvert par l'aide juridique. Donc, si par exemple, vous avez reçu un rendez-vous, vous avez parlé avec quelqu'un du bureau d'aide juridique et que vous avez reçu par la poste un mandat disant que vous êtes admissible, bien, tout est couvert par l'aide juridique. Vous n'avez pas à payer pour les traductions, vous n'avez pas à payer pour le travail de l'avocat. Donc, c'est important que si jamais vous le savez que vous êtes sur l'aide juridique, l'avocat n'a pas à vous demander des frais supplémentaires pour son travail, okay? Qui est dans le cadre de son mandat, de sa demande d'asile. C'est différent si vous lui demandez quelque chose qui n'est pas en lien avec votre demande d'asile. Par exemple, une demande de parrainage. Là, c'est autre chose. Donc, on continue. La première étape, vous devez expliquer votre histoire. Vous devez l'écrire. Pourquoi vous craignez de retourner dans votre pays d'origine? Ce qui est très important ici que j'aimerais mettre un accent particulier, c'est que l'avocat est votre représentant et ce n'est pas le représentant de quelqu'un d'autre. Par exemple, il y a des éléments problématiques qui peuvent arriver à cette étape-ci de l'histoire. Par exemple, quelqu'un d'autre écrit votre histoire à votre place. Soulia, c'est quelqu'un qui a pu l'écrire parce qu'elle parlait français, elle était confortable, mais il y a des personnes qui ne parlent pas la langue ou qui sont accueillies par des gens qui se disent leur amis ou disent qu'ils vont l'aider ou je vais t'aider en échange d'argent. Il y a aussi des gens qui disent, il y a des gens qui peuvent écrire votre histoire complètement à votre place parce qu'ils peuvent vous dire que c'est une meilleure histoire. Ils vont ajouter des faux éléments. Aussi, si jamais une personne écrit votre histoire, vous dit qu'il va vous aider, mais vous ne la relisez pas. Là, qu'est-ce qui est important là-dedans, c'est que ça peut mener à certains problèmes parce qu'il peut y avoir des éléments faux dans votre histoire, des éléments, des erreurs et tout ça. C'est important de relire son histoire. Et c'est aussi votre histoire. Donc, peu importe quelle personne dit qu'il veut vous aider, c'est avant tout votre demande d'asile. Donc, la personne qui dit vous aider, ça se peut peut-être même qu'elle veut vous aider, mais qu'elle ne va pas le faire en ajoutant de faux éléments. C'est important que tout soit vrai et exact, sinon ça peut causer des problèmes. Un autre élément qui peut être problématique, vous êtes dans la rencontre avec l'avocat, mais l'avocat ne vous parle jamais directement ou le consultant ne vous parle jamais, il parle à la personne qui vous accompagne. Souvent, ça peut arriver si vous ne parlez pas la langue. C'est important que vous sachiez que la relation entre vous et le représentant, elle est directe. C'est votre représentant, c'est votre avocat. Donc, si jamais vous ne lui parlez pas directement, puis il n'y a pas ce lien-là, il y a un problème parce que parfois, j'ai eu des expériences où mes clientes s'étaient pas senties à l'aise de lire leur formulaire, avaient simplement signé, mais c'est pas parce que ça ne l'intéressait pas l'histoire, c'est parce qu'elle se sentait pas à l'aise. Quelqu'un lui avait dit qu'elle allait s'en charger, que c'est lui qui allait comme prendre les devants, qui connaissait l'avocat, que c'était son ami, c'est lui qui allait arranger le tout. Mais si ça s'est arrivé dans votre cas, c'est important de relire l'histoire parce que c'est votre histoire, c'est votre demande d'asile. Et les personnes qui disent vous aider, il faut faire attention parce que la personne qui est là pour vous aider en premier, c'est le représentant, l'avocat. Si vous ne sentez pas que cette relation, ben, il faut que c'est important qu'il y ait une relation de confiance aussi. Si vous sentez qu'elle n'est pas là, il peut y avoir aussi un problème. Aussi important, si vous avez déposé des demandes de visa avant de venir au Canada, dites-le à votre avocat parce que les informations que vous avez données au gouvernement canadien pour faire votre demande de visa, elle est au gouvernement. Donc, juste, l'avocat doit être mis au courant pour savoir s'il y a des éléments qui pourraient jouer en votre défaveur. Donc, c'est juste
juste d'y penser. Donc, vous devez maintenant attendre votre audience. Quand on dépose la demande, on attend et c'est difficile souvent à attendre. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en attendant l'histoire? Bien, je vous dirais que la première chose, c'est prenez soin de vous parce que c'est en lien direct avec le succès ou non de votre demande. Parce que si jamais, par exemple, vous avez de la difficulté à parler d'événements traumatiques qui s'est produit et que ces événements problématiques, bien pas problématiques, événements traumatiques sont au cœur de votre demande, la meilleure preuve, comme par exemple Souliel mentionnait, il faut des preuves, etc., mais une des preuves importantes, c'est votre témoignage parce que souvent, dans des violences faites sur le genre, la seule preuve qui existe, c'est votre témoignage. Comme c'est le cas partout, c'est souvent la seule preuve qui existe. Donc, même si c'est très difficile, il faut quand même que vous ayez en tête que ça peut être l'objet de l'audience. Donc, ça peut être intéressant de commencer à voir à quel point vous êtes à l'aise d'en parler. Et là, je trouve que l'intervenante, ça peut être vraiment une alliée parce que c'est une personne avec qui vous pouvez aller explorer vos limites aussi. Parce que la commission va respecter vos limites. Là, je parle de la directive numéro 4. Vous pouvez aller identifier vos limites, puis ensuite, l'avocat, son travail, c'est d'aller dire à la commission, voici la limite de madame. Elle ne peut pas dépasser cette limite-là. Par exemple, elle ne peut pas parler de cet événement. On a tenté de le faire, il y a des backflash, pardon. Ça, c'est la limite. Le rôle de l'avocat, c'est de dire à la commission de ne pas aller parler de ça. Donc, voilà. Aussi, des éléments qui peuvent vous rassurer. L'avocat a une obligation de secret professionnel. Tout ce qui se dit dans son bureau ne sort pas. Même chose, l'audience, c'est à huis clos. Tout ce qui se dit à l'audience ne sera pas communiqué à personne. Donc, ce que je dis à mes clientes, c'est quand c'est difficile d'en parler, puis c'est sûr que c'est difficile, dites-vous que la commission, là, ben, c'est peut-être la dernière fois que vous allez être obligé d'en parler dans toute votre vie. Parce qu'après ça, peu importe ce qui s'est passé, on n'aura pas besoin de vous redemander les mêmes questions. Il y a des scénarios que oui, on en parlera plus tard, mais sinon, dites-vous que c'est le tout pour le tout. Par la suite, vous n'êtes plus obligé d'en parler. Donc ça peut être pensez-y. Par rapport aux directives numéro 4, on peut demander des accommodations. Par exemple, j'avais une cliente qui était incapable de prononcer le nom de son agresseur. On a demandé à la commission si elle pouvait l'appeler le monsieur. Ils ont accepté. Donc, ça peut être quelque chose qui peut être intéressant pour l'intervenante. Dans les rencontres qu'elle a avec madame, est-ce qu'on voit les limites? Où sont les limites? Est-ce que les limites, c'est des événements? Est-ce que les limites, c'est des mots? Où sont les limites? Puis ensuite, ça peut être intéressant de le communiquer à l'avocat pour que l'avocat puisse faire ces recommandations-là, ces demandes d'accommodation à la commission. Donc, c'est là qu'on pourrait vraiment travailler main dans la main, quelqu'un qui identifie les limites et l'avocat qui est le porte-parole et qui s'assure que ces limites-là soient respectées. Ensuite de ça, un point positif de cette année, fin de l'année passée, il y a eu l'équipe spéciale responsable des demandes d'asile fondée sur le genre. Donc, à la commission, il y a une équipe spéciale qui a été mise en place pour écouter les demandes dont le fondement est la violence fondée sur le genre. Vous pouvez demander à votre avocat, avocate, est-ce que mon dossier fait partie de l'équipe spéciale? Parce que l'équipe spéciale en a sélectionné, mais par exemple, dans mon cas personnel, mon dossier n'était pas dans l'équipe spéciale et j'en ai fait la demande dans le cadre de la directive numéro 4. Et les commissaires sont formés pour entendre les demandes fondées sur la violence, fondée sur le genre. Ils sont formés là-dessus. Donc, ça peut être positif pour vous. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire pendant qu'on attend l'audience? On se demande qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, vous pouvez lire votre histoire dans le but de délimiter où sont mes limites, quels sont les éléments que je ne peux pas parler, mais aussi par rapport à que l'histoire reste dans... Ça a l'air un peu malheureux, là. On ne veut pas
idéalement, on aimerait que vous puissiez oublier tout ça, que ça soit derrière vous. Mais malheureusement, votre histoire, votre témoignage, c'est votre preuve. Donc, en attendant l'audience, c'est quelque chose qui doit quand même rester parce que si, par exemple, vous oubliez tout, mais là, ça va être un peu plus difficile dans la pratique parce que le témoignage va être un petit peu loin. Mais vous n'êtes pas obligé de lire votre histoire jusqu'à l'audience, avant la date d'audience. Je vous dis ça si vous vous demandez qu'est-ce que je peux faire. Je ne sais pas quoi faire, ça me rend anxieuse. Ça, c'est un élément. Mais le deuxième élément, vous pouvez regarder votre histoire et vous demander qu'est-ce que je peux venir prouver avec des documents dans l'histoire. Est-ce que, par exemple, les documents d'identité de mes enfants, les miens, mon mari, ma femme, est-ce que je les ai avec moi? Est-ce que je dois les faire venir du pays d'origine? De un. Est-ce que je suis allée à l'hôpital après une agression, par exemple? Est-ce que le certificat médical est disponible? Est-ce que je peux l'obtenir? Est-ce que j'ai reçu des avis de convocation? Est-ce que je les ai? Est-ce que des membres de ma famille ont des copies? Est-ce que ce que j'ai vécu est passé dans les journaux? Est-ce que je peux retrouver l'article de journal? Est-ce que dans mon téléphone, j'ai des menaces que j'ai gardées? Est-ce que je peux les prendre en photo? Est-ce que je peux comme ça accumuler ma preuve comme ça? Et quand on va recevoir la date d'audience, vous allez déjà avoir un bon bout de chemin. Parce que ça, on demande ça à nos clients quand on a la date d'audience. Mais si vous voulez faire quelque chose, vous pouvez déjà le faire en amont pour que quand vous arrivez à la date avant l'audience, comme un mois avant, bien, quand vous allez avoir la date, vous avez déjà ça en main. Ça peut vous rassurer. Ensuite, je voulais faire un point sur les mandats qui sont différents. Parce que souvent, qu'est-ce qui va augmenter l'anxiété? C'est quand, par exemple, on appelle l'avocat, il ne nous répond pas, on ne sait pas quoi faire. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'a pas les mêmes mandats, par exemple, un avocat et une intervenante. L'avocat, là, il y a la première étape que je vous ai parlé, puis la deuxième étape qui est l'audience, puis ensuite les autres procédures. Entre la première et la deuxième étape, il n'y a pas d'urgence à proprement parler. Si on n'a pas de date d'audience, le dossier ne peut pas vraiment avancer plus que ça. De deux, faire plein de mises à jour, ça peut vous aider, mais ça peut ne pas vous aider non plus parce qu'on ne se retrouve plus dans les mises à jour, il y a plein de documents. Donc, habituellement, c'est préférable d'attendre, ce qui est difficile, mais c'est préférable. Et si jamais vous communiquez avec votre avocat et il ne vous répond pas, mais qu'on n'a pas de date d'audience encore, ça se peut que l'avocat ne soit pas aussi rapide pour vous répondre parce que l'urgence n'est pas là. Surtout si, par exemple, c'est des éléments qui ne sont pas liés à son mandat, qui est la demande d'asile. Par exemple, obtenir un numéro d'assurance sociale, obtenir l'aide sociale, c'est quelque chose que l'avocat, ça ne fait pas partie de son mandat. Donc, ça se peut qu'il ne soit pas aussi rapide sur le téléphone ou les courriels pour vous répondre sur des questions quand il y a d'autres clients qui ont des audiences, par exemple. Vous pouvez demander à l'avocat quelque chose qui n'est pas dans son mandat, mais là, ça se peut qu'il vous charge. Donc là, je parle juste de ça pour un peu démystifier tout ça, parce que des fois, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'anxiété qui se crée sur mon avocat ne répond pas, il faut que je change d'avocat parce que mon avocat n'est pas bon. Mais s'il n'y a pas d'urgence, ça peut être une des raisons pourquoi il ne répond pas. C'est autre chose si vous avez une date d'audience et l'audience est la semaine prochaine, vous n'avez aucune nouvelle de votre avocat. Là, c'est autre chose. Là, c'est vraiment autre chose. Vous avez des raisons de vous inquiéter. Mais si on parle de dans cette période-là, des fois, c'est normal que l'avocat ne réponde pas. Pas de panique. Ça ne veut pas dire que le dossier n'avance pas, c'est qu'il ne peut pas avancer. C'est ça. C'est mieux de se concentrer sur notre témoignage et tout ça pour faire avancer notre dossier. Ça se peut que dans cette période-là, ou ça se peut qu'avant l'audience, ça se peut qu'il y ait des gens qui vous disent, par exemple, moi, j'ai été acceptée parce que j'ai dit ça à mon audience. Moi, j'ai été refusée parce que j'ai la même histoire que toi, puis j'ai dit ça, puis c'était pas une bonne idée, j'ai été refusée. Moi, j'ai été acceptée, moi, j'ai été refusée, etc. Ça amène des doutes dans votre tête et la première chose qui est importante, là, c'est de vous enlever ces doutes-là de la tête parce que ces gens-là, ils peuvent vouloir vous aider, mais ce n'est pas nécessairement les meilleures personnes pour vous aider. Parfois,
c'est du cas par cas les demandes. Donc, ce n'est pas parce que l'un est accepté que vous allez être accepté pour avoir dit la même chose. Ce n'est pas nécessairement ça. Donc, ça, vous pouvez en parler avec l'avocat. Puis, parler avec l'avocat, ça peut être un courriel qui écrit l'interrogation, puis vous l'envoyez. Ou quand vous laissez des messages, on laisse le nom, on laisse le numéro à rappeler. Vous pouvez parler un peu de votre interrogation. Ou ça peut être aussi quelque chose que vous pouvez parler avec votre intervenante parce que tout ce qui est lié à est-ce que je devrais dire ça pour être accepté, est-ce que je ne devrais pas dire ça pour être accepté, déjà, ça commence, on devrait avoir des doutes sur ces informations-là. Deuxième étape, on reçoit la date d'audience. C'est minimum 1 mois d'avance, mais ça peut être 3 mois d'avance. Ça peut être 1 mois, mais ça peut être 3 mois. Si jamais encore là, l'avocat ne répond pas, mais que la date d'audience est 3 mois avant, bien, de mon expérience et de celle de mes collègues, c'est bien de se préparer à l'audience 1 mois d'avance, comme un 4 pratique ou un 3 pratique. On se voit chaque semaine avant l'audience. Parce que si on se pratique 3 mois d'avance, ça reste que c'est beaucoup de pratique quand même. Quand vous pouvez faire le même exercice aussi, là. Mais ça, c'est juste une information. Souvent, c'est un minimum 1 mois en avance, puis on a le temps de se pratiquer. Puis des audiences qui se font avec 4 pratiques ou 3 pratiques, ça peut se passer très bien. On a 10 jours avant l'audience pour déposer les documents. Les documents, si vous avez eu envie de les ramasser avant, ça ne peut qu'aider la chose parce que vous pouvez les déposer soit plus tôt ou ils vont être complétés plus tôt, puis l'avocat va pouvoir vous en demander des plus spécifiques, une lettre de votre mère, une lettre de votre père. Puis là, ça va être plus simple pour vous si vous avez déjà tout le reste des documents. Maintenant, les mises à jour et corrections. Pourquoi c'est important ça? C'est que peu importe les problèmes que vous avez vécus, si par exemple dans ma présentation en ce moment, vous vous dites « Oh non, moi je n'ai pas écrit mon histoire » ou « Quelqu'un a écrit mon histoire mais je ne l'ai pas relue »,« J'ai signé mais je n'ai pas lu, je ne sais pas exactement ce qu'il y a dedans ». Mais l'important, c'est juste de corriger avant l'audience. C'est ça le plus important. Donc, pas de panique encore là. C'est pas fini là, si jamais il y a des erreurs dans votre histoire. L'important, c'est de le corriger avant l'audience et c'est tout. Aussi, encore une fois, si jamais, quand vous avez rencontré votre avocat, bien, vous ne pensiez pas qu'il y avait des éléments qui étaient importants, mais en parlant avec votre intervenante, vous vous êtes rendu compte que ce n'était pas normal la violence que vous aviez vécue. Vous ne l'avez pas mis dans votre histoire parce que vous ne pensiez pas que c'était si important, mais vous vous rendez compte ici, par exemple, en marchant dans la rue, qu'il y a des éléments que vous viviez dans votre pays d'origine, que c'était de la violence, puis il faut que j'en parle. On l'ajoute, il n'y a aucun problème. C'est aussi normal que parfois vous n'étiez pas à l'aise. Surtout si vous avez déposé votre demande avant la COVID, vous aviez 15 jours, vous ne saviez pas nécessairement. Ça se peut que vous étiez représenté, peut-être que vous n'étiez pas représenté. L'important, c'est juste de l'ajouter. Les types de violence, c'est quelque chose que vous pouvez explorer avec votre intervenante. Il y a la violence physique, psychologique, sexuelle. Ces violences-là peuvent être plaidées devant la commission et c'est des violences qui rentrent aussi dans les compétences de l'équipe spéciale qu'on parlait. Donc, c'est important de l'ajouter si c'est quelque chose que vous avez vécu. Aussi, tous les incidents liés à votre race, votre religion, votre nationalité, vos opinions politiques. Aussi, la particularité du VIH, c'est une maladie qui est stigmatisée. Parfois, les femmes ne pensent pas que ça peut être un élément, mais ça peut être un élément qui peut faire partie d'une demande d'asile. Donc, si jamais un de ces éléments-là, vous pouvez l'ajouter. L'important, c'est avant l'audience. La violence conjugale. Si vous vivez de la violence conjugale, là, il y a plusieurs facettes de le voir. Si vous avez vécu de la violence conjugale, si au moment de remplir votre demande d'asile, vous en viviez, soit que la personne qui était avec vous était votre copain, il y avait de la violence, ou soit que la personne dans votre demande d'asile, qui est votre époux, par exemple, ou votre épouse, vous fait vivre de la violence conjugale, communiquez avec votre avocat. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise parce que c'est l'avocat commun de votre agresseur ou agresseuse, vous pouvez aussi contacter un autre avocat et cette personne-là va se charger de régler ça. Donc, si jamais ça vous arrive, c'est correct de s'occuper d'abord de sortir de l'environnement toxique, aller en maison d'hébergement, par exemple.
Et si jamais vous ne vous sentez pas bien, pas assez en lien de confiance avec l'avocat, contactez un autre avocat, expliquez-lui votre situation, il se chargera de s'occuper de comment on va faire les choses. Il y a différentes options qui sont possibles et l'avocat ou l'avocate va vous les expliquer. Maintenant, intervention du ministre. Pourquoi je vous parle de ça? Ce n'est pas pour vous effrayer, mais c'est encore là juste pour vous mettre des petits indices d'éléments qui sont importants de parler avec votre avocat. Surtout, les crimes graves, oui, c'est important parce que l'avocat doit se préparer à ça, mais c'est surtout lié au statut parce qu'on n'y pense pas. Si, par exemple, vous avez un statut ailleurs, dans un autre pays, que vos parents ont une autre nationalité, vous l'avez de filiation, par exemple, vous avez un autre passeport, etc., c'est important de le dire parce que le ministre va s'en rendre compte et le plus tôt l'avocat le sait, le plus tôt il va pouvoir s'y préparer. Le ministre va envoyer son intervention avec les informations. Ça se peut qu'il fasse, il y a 10 jours avant l'audience pour le faire, mais c'est toujours mieux si l'avocat est toujours au courant et s'attend à une intervention parce qu'il va pouvoir se préparer à ça. Donc, je vous dis ça pas pour vous effrayer, juste que si ça vous concerne ou vous avez des doutes, par exemple, j'ai obtenu une résidence au Brésil, dites-le à votre avocat. J'ai obtenu une résidence, peu importe, à Arabie Saoudite, dites-le à votre avocat. Si vous savez qu'un de vos documents est faux, encore là, avisez votre avocat. Il ne faut pas que vous ayez peur. L'avocat, ce n'est pas la commission. L'avocat, c'est votre représentant. Ce qui est grave, c'est quand c'est la commission qui s'en rend compte. Là, il est trop tard. Mais si vous le dites à votre avocat, mon certificat de naissance, il est faux parce que j'ai pas pu obtenir l'original, peu importe, tel document est faux, l'avocat ne peut pas vous dénoncer à la commission. Il va juste s'assurer que ça ne va pas vous mettre, ou on va pouvoir expliquer ou peu importe. C'est juste important de le dire à l'avocat parce que si vous le cachez, ça ne vous avance à rien. Parce que la commission, si elle s'en rend compte, c'est toute votre demande qui tombe. Donc, c'est cher payé. Maintenant, troisième étape, on attend la décision. Si vous êtes accepté, vous allez déposer vos formulaires de résidence permanente et vous allez après appliquer. Là, mon PowerPoint est moyen bien fait, là, mais je voulais dire qu'on applique pour la citoyenneté. Et là, je veux juste dire, si jamais vous êtes une demandeur d'asile qui est acceptée, sûrement que vous le savez déjà, mais le plus vite vous avez la citoyenneté, le mieux c'est. Parce qu'avec la citoyenneté, on s'enlève le stress des épaules. C'est juste que la résidence permanente, ce n'est pas la même chose que la citoyenneté. La citoyenneté, on ne peut plus vous l'enlever, mais la résidence permanente, oui. Donc, mais pas à cause du refuge, là, non. Mais par rapport à, par exemple, une citoyenneté, si vous conduisez avec des facultés affaiblies, on ne vous enlèvera pas la citoyenneté, mais si vous conduisez avec des facultés affaiblies avec une résidence permanente, oui. Donc, c'est super important d'obtenir la citoyenneté le plus rapidement possible. Si vous êtes refusé, vous allez déposer un avis d'appel dans les 15 jours de la réception des motifs et on va faire un appel devant la SAR. Vous n'avez pas à témoigner, sauf si on demande une nouvelle audience. Si la SAR accepte, le dossier revient à la SPR. Donc, c'est ça le scénario où je disais que si vous avez, si je vous dis, vous auriez pu en parler de cette situation-là, bien, si on revient à la SPR, oui, mais habituellement, il y a des mois il y a des mois du temps qui s'est passé, puis on espère que là, on va être capable d'adresser le problème, puis le témoignage, on va avoir fait du travail. Si, par exemple, il y avait une difficulté dans le témoignage, mais là, on a une deuxième chance, donc ça, c'est bien. Si la SAR refuse, on va devant la Cour fédérale. Pour vous dire, la SAR et la Cour fédérale, c'est des mesures qui peuvent être couvertes par l'aide juridique. Donc, vous pouvez aussi demander encore l'aide d'être représenté par quelqu'un qui accepte l'aide juridique. Et ça vous empêche d'être déporté aussi. Durant toute cette période-là, vous n'allez pas être déporté. Donc, par exemple, vous êtes refusé à la SPR et vous êtes devant la SAR. Vous n'êtes pas un sans-papier. Vous continuez d'être un demandeur d'asile. Donc, n'ayez pas peur de déclarer votre travail ou personne ne peut vous arrêter dans la rue et dire que vous êtes un sans-papier. Vous avez toujours le papier brun et tout ce qui vient avec, couverture médicale, par exemple. Alors, ça, c'est juste pour que vous, visuellement, là, vous voyez, si vous attendez une audience, vous êtes au numéro 1. Si vous avez été refusé, vous êtes au 2.
ou au 3. Puis l'examen des risques avant renvoi, c'est juste pour vous dire qu'il y a encore une autre étape après le 3, qui est de faire une erreur. Donc, voilà. C'est tout. Merci et on prendra, je pense, les questions à la fin. Je vais les faire maintenant parce que j'en ai OK. plusieurs. C'est des OK, questions parfait. de précision. Donc, Oui. on va peut-être les poser maintenant. La première, peut-être, je vais le faire dans l'ordre. C'est, tu as exposé les motifs de violence et il y a une question qui est, est-ce que les violences vécues pendant le transit peuvent être incluses et considérées dans la demande? Les violences, en fait, la demande d'asile, c'est relié au pays où on craint la persécution. Le pays où on craint la persécution, c'est un pays où on a la citoyenneté. Donc, le problème avec les pays en transit, c'est pas des pays où on a un statut, donc on ne demande pas l'asile. Demander l'asile, c'est demander protection d'un pays. Donc, les pays en transit, c'est pas des pays où on peut demander, on ne demande pas la protection contre, par exemple, le Nicaragua qu'on a traversé. Par contre, moi, je l'utiliserais dans l'établissement du profil de la personne. Par exemple, je vous donne un exemple. J'avais une cliente qui avait vécu, oui, des violences sexuelles dans le pays d'origine, mais qui avait aussi vécu des violences ici. Et là, ben moi, c'est important de dire que madame a un certain profil. Elle a été victime de violences, là, par exemple, dans le cas des pays en transit. Donc, si elle retourne dans un pays où, justement, elle n'est pas revenue de ce trauma-là, qu'elle est seule ou qu'elle est seule avec ses enfants, bien, c'est sûr que ça joue dans sa vulnérabilité et ça, c'est un motif de la Convention. Donc, ça ne serait pas d'utiliser le risque sur, par exemple, j'ai eu des violences au Nicaragua, donc je vais être acceptée pour ça, mais c'est de l'expliquer dans le profil. Je ne sais pas si c'est clair, mais c'est quelque chose, au final, c'est intéressant, bien, pas c'est intéressant, mais c'est quelque chose que si ça peut être travaillé, ça peut être utile pour la demande d'asile. L'avocat va comme savoir comment le diriger. Donc, oui. Je vais compléter de par mon expérience aussi. J'ai été intervenante au Nicaragua, notamment. Donc, c'est pour ça que je le complète. C'est dans certains pays d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud, il y a des organismes communautaires qui ont reçu des femmes durant leur parcours migratoire, de leur transit. Et ces organismes, de plus en plus, essayent de documenter ce que les personnes ont vécu pour qu'au fur et à mesure de leur traversée, ils arrivent avec des documents. Donc aussi, n'hésitez pas, en tant qu'intervenant ou avocat même, de questionner ces femmes-là si elles sont passées par des ressources communautaires dans les pays qu'elles ont traversés. Et si oui, ben, de prendre contact avec ces ressources-là qui peuvent vous transmettre, avec l'autorisation de la femme, là, leurs documents, parce qu'ils essayent de plus en plus d'essayer de le faire dans les réseaux. Mais c'est ça. Donc, c'était une précision. J'avais une autre question aussi au niveau de la rencontre avec l'avocat. Est-ce qu'il y a des traducteurs possibles gratuitement qui sont disponibles pour faire ces rencontres-là quand les femmes ne parlent pas le français? Oui, bonne question. J'ai comme oublié d'aborder vraiment l'aspect traduction qui est vraiment important. Par exemple, là, quand on parle de traducteur gratuit, on va parler de l'aide juridique. Puis, par exemple, comment ça fonctionne, c'est l'avocat va se charger de payer le traducteur avec son mandat. Donc, c'est l'aide juridique qui va payer le traducteur. La dame n'a pas à payer le traducteur. C'est différent, c'est un mandat privé parce que ça va dépendre des modalités de l'avocat. Peut-être que l'avocat a dit mon travail, c'est tant, mais ça n'inclut pas les traductions. Mais ça serait important de justement savoir combien ça va coûter parce que la traduction, ça inclut la traduction orale pour les pratiques, mais aussi la traduction écrite. Donc, pour empêcher d'arriver comme avec une facture démesurée à la fin, mais c'est sûr que si c'est privé, s'assurer la traduction, ça va coûter combien. Puis habituellement, oui, il y a des traducteurs qui travaillent avec les avocats-avocates. Puis encore là, c'est important de se rappeler que le traducteur, c'est le traducteur. Donc, le traducteur peut vous aider, mais la relation, c'est vraiment entre vous et l'avocat. Donc, n'oubliez pas ça. Vous ne gagnez rien à comme essayer
de se dire « Ah, ben le traducteur puis l'avocat vont s'arranger ». N'oubliez pas, c'est votre demande, puis c'est votre histoire, puis c'est important de lire, puis de s'assurer que tout est en conforme, puis bien parler avec le traducteur, s'assurer qu'on se comprend bien et tout ça. Je vais faire le lien, justement, on en reparlera plus tard dans le temps d'échange autour des soutiens possibles. Il y a aussi des organismes communautaires qui vont accompagner pour la traduction, donc on va en parler plus tard. On a une autre demande qui est, est-ce que la personne peut, donc la femme ou une demanderesse d'asile, peut se présenter seule à son audience en désistement? Oui. Vous conseillez qu'elle s'y présente avec un avocat? Je conseille toujours l'avocat, surtout si elle est représentée. En plus, au niveau de l'aide juridique, il n'y a vraiment aucun point négatif pour un avocat d'avoir une audience en désistement parce que c'est couvert par l'aide juridique. Donc, ce n'est pas du pro bono à ce moment-là. Si elle a un mandat avec quelqu'un, il n'y a pas de problème. Si jamais on est en manque de temps, oui, elle peut se présenter seule parce que, en fait, c'est sûr que je priorise toujours l'avocat-avocate, mais si jamais il n'y a pas d'option, on ne trouve personne pour l'accompagner, elle peut y aller seule. Je suis en train de me demander, est-ce qu'elle pourrait être accompagnée de quelqu'un d'autre, peut-être? Parce que c'est vraiment pas compliqué. Mais je comprends que ça peut être stressant pour quelqu'un qui ne le sait pas, là, mais en tant qu'avocat-avocate, on fait juste plaider justement que la personne veut toujours se représenter, veut toujours présenter sa demande. Donc, je dirais que si elle est représentée, idéalement, oui. En fait, pas idéalement, c'est sûr que l'avocat devrait aller avec elle. Si elle n'est pas représentée, que vous êtes vraiment dans une situation d'urgence, là, je pense à un scénario, là, l'intervenante voit que l'audience est demain, bien là, c'est mieux qu'elle y aille pas parce qu'elle n'a pas d'avocat. Puis là, ça serait une question que je pourrais poser à mes collègues. Est-ce que quelqu'un d'autre peut l'accompagner? Par exemple, si l'intervenante pourrait l'accompagner, parce que c'est pas de la représentation, c'est pas très... c'est ça, on veut juste démontrer qu'elle a toujours l'intention de demander l'asile. Donc, ça consiste essentiellement à expliquer pourquoi le délai n'a pas été respecté. Puis la raison, ça peut être « j'étais pas représentée, j'ai perdu la lettre, je ne le savais. » Donc, mais j'aimerais bien, je devrais peut-être confirmer si quelqu'un d'autre peut l'accompagner, mais c'est sûr que si personne peut, c'est mieux qu'elle y aille seule que pas du tout, parce que si elle n'y va pas, les conséquences sont très graves, parce qu'ils vont fermer la demande. Puis ça, j'aime mieux qu'il y ait c'est sûr que la meilleure option, c'est toujours qu'il y ait quelqu'un qui se présente. La cliente. Bien, c'est ça. Juste pour préciser, nous avons enregistré la présentation. Celle-ci va être diffusée par la suite sur notre site, nos futurs sites internet de la TCRI. Et je vais en profiter pour y mettre un formulaire comme des questions posées. Et dans ce cas-là, tu pourras répondre par la suite pour compléter ta réponse si tu souhaites. Parfait, oui. J'ai une autre question qui est, tu parlais des délais et en fait, tu as nommé que les délais, les 45 jours ou les 15 jours, en fonction de la situation post-Covid ou pas, étaient à compter à partir de la date qui est inscrite sur le papier brun. Sauf que ces derniers mois, on a vu qu'il y a plusieurs personnes qui n'ont pas ce fameux papier brun, mais juste un accusé de réception. Alors, la question est, comment on fait? L'accusé de réception, dans le sens, parce que il y a la demande interne, donc la personne a demandé l'asile via en ligne avec un avocat. Puis l'accusé de réception lui dit tu as droit à l'aide sociale, c'est un papier provisoire, il va y avoir le rendez-vous avec vous devez aller voir un médecin, envoyer le résultat de ça. Et ces gens-là n'ont pas de papier brun. En fait, en ce moment, c'est un problème au niveau les gens ont très peu de rendez-vous pour voir les données biométriques qui leur permettent par la suite d'avoir le papier brun. Mais habituellement, ces gens-là ont déposé l'asile. Il n'y a pas de délai qui s'applique à ces gens-là. Le délai de 45 jours, c'est quand la demande a été déférée à la CSR. Moi, les clients que ça m'est arrivé, c'est des gens qui sont arrivés par l'aéroport, ont rempli les formulaires à l'aéroport, ont reçu le papier brun là-bas. Et là, on compte le 45 jours à partir de la date du papier brun. Mais si jamais
une dame a juste le papier du médical, puis il est écrit qu'elle a le droit à l'aide sociale et à la couverture médicale, mais qu'elle n'a pas de papier brun, mais elle a rempli les formulaires avec quelqu'un, elle a déposé l'asile. Alors là, c'est qu'elle doit attendre son rendez-vous pour avoir son papier brun, et ça peut prendre quand même beaucoup de temps à cause de la COVID. Et quand on va recevoir le papier brun, ben là, ça va suivre son cours, le permis de travail, etc. Merci. Je vois l'heure passer. Je vous propose de faire une pause maximum jusqu'à 7 heures pour reprendre avec l'intervention. Je fais juste une petite précision. Je ne travaille pas au RIVO, mais c'est vrai que je suis membre clinicienne du RIVO, qui est un réseau. Et oui, je suis en pratique autonome, mais je travaille de façon indépendante. Et ce soir, je parle vraiment en mon nom. Et puis, j'aimerais aussi remercier Soulia pour ton témoignage très émouvant. Je veux aussi remercier Déborah pour ta présentation très, très éclairante. Donc, merci. Alors, sans plus tarder, je vais commencer avec ma présentation où je vais me concentrer un petit peu plus sur le volet bien-être psychologique et émotionnel des femmes et leur parcours. Donc, on va passer à la prochaine diapo. Merci. Donc, rapidement, juste pour préciser Myriam, est-ce que j'ai toujours 30 minutes ou j'ai un peu moins? On pour va avoir le temps pour les questions, je vais essayer de faire 120 120 minutes. Fais le temps que tu avais prévu de le faire, puis pour l'échange questions, dans ce cas-là, si ça dépasse un peu, si les personnes souhaitent, sont en accord, qu'on prenne peut-être en 5-10 minutes s'il y a des échanges par la suite, si on dépasse un peu. OK, je vais quand même essayer de terminer à 19h25. Donc voilà, donc la présentation comporte à peu près 5 points. Les raisons, les motifs pour lesquels les femmes quittent, les défis une fois rendues au Canada, le genre de soutien qu'elles peuvent obtenir ou ne pas obtenir, et évidemment le processus de demande d'asile, mais vraiment d'un point de vue plus, comment je pourrais dire, moins légal, plus de l'expérience à l'échelle humaine. Et puis, je vais finir avec quelques points à retenir. Voilà. J'ai quitté mon pays parce que je m'appelle Fatoumata. J'ai été forcée de quitter mon pays à cause de la violence familiale et de l'excision. Je m'appelle Manlip. J'ai fui la brutalité policière. Je m'appelle Aziza. J'ai quitté mon pays en guerre. Nous avons passé 7 ans dans un camp de réfugiés avant d'arriver au Canada. Suivante. Les femmes en demande d'asile ont laissé une vie entière derrière. Un pays, une communauté, une culture, un travail, une famille et parfois même leurs enfants. Une fois arrivée au Canada, évidemment, il y a eu beaucoup de pertes et de deuil. Et comme le dit si bien Soulia, tout est à refaire, on repart à zéro. On doit développer des nouveaux repères, une nouvelle façon de faire, on doit s'orienter dans la ville. Et c'est quand même un défi colossal. Souvent aussi, les femmes vont avoir vécu des deuils personnels et professionnels. J'étais médecin dans mon pays ou j'étais enseignante. Ici, je dois travailler dans une manufacture, etc. Souvent des deuils qu'on appelle des deuils complexes, parce qu'on est éloigné, on est séparé de certains membres de notre famille. Et parfois, il y a même des femmes qui vont vivre des deuils, la perte d'un proche sans pouvoir assister aux funérailles. Donc, c'est beaucoup plus difficile que quand on est entouré, quand on perd quelqu'un de proche. Les traumatismes vécus dans le pays d'origine peuvent avoir un impact qui peut être sous contrôle ou être très envahissant, dépendamment des différents événements qui se passent dans notre vie et de plein d'éléments, en fait. Il y a aussi souvent le problème de l'inquiétude chronique dans le pays d'origine. Ce qui se passe dans le pays d'origine, comme par exemple les personnes qui fuient les pays en guerre,
Si la guerre se poursuit, elles vont s'en faire pour la communauté. Donc, le trauma un peu reste actif, même lorsqu'elles sont ici. Et ça, c'est parfois exacerbé aussi en période de pandémie. La difficulté à avoir accès à des soins de santé, malheureusement, il y a beaucoup de femmes qui se font renier l'accès à des soins quand elles vont dans les CLSC ou les hôpitaux, parce que le personnel soit ne comprenne pas bien comment fonctionne la couverture de soins de santé PFSI, ou ne veulent pas se soucier d'avoir à facturer via cette voie. Donc, malheureusement, elles n'ont pas toujours accès aux soins, mais elles y ont droit. Et c'est important pour les femmes de le savoir. Donc, vous avez droit aux soins de santé. Souvent, les femmes se retrouvent dans des situations de pauvreté. Malheureusement, les femmes n'ont pas accès aux garderies, ce qui est vraiment problématique pour les femmes parce qu'elles doivent travailler. On leur demande de s'intégrer, on leur demande d'apprendre la langue, mais on ne leur donne pas accès aux garderies. Donc, elles sont confinées à la maison finalement et leur intégration est reportée lorsque c'est le cas. Il y a des enjeux au niveau du racisme et de la discrimination. Et ça se produit régulièrement. J'ai des personnes qui me confient leurs expériences. C'est très malheureux. C'est important pour vous, mesdames, de savoir que vous avez des droits. Et c'est que ces expériences-là, parfois aussi, peuvent faire ressurgir ou remonter à la surface d'autres expériences de discrimination et de violence que vous avez pu peut-être vivre dans le passé. La séparation avec les enfants, lorsqu'il y a un enfant, plusieurs enfants qui est resté dans le pays d'origine, c'est vraiment le plus grand facteur de détresse. C'est extrêmement difficile. Finalement, l'incertitude par rapport au statut d'immigration, là, on est rendu pour obtenir une date d'audience à la Cour, on est rendu à des délais de 2 ans et demi à 3 ans, donc c'est vraiment long et l'attente est difficile. Donc, c'est important d'être soutenu. La prochaine, s'il vous plaît. Et donc, quand les stress et les difficultés et les défis d'adaptation s'accumulent au déracinement, au traumatisme du passé, à l'inquiétude chronique pour les proches qui sont restés derrière, etc., il y a parfois des femmes qui peuvent développer des symptômes de ce qu'on appelle dépression. Donc, parce qu'elles sont isolées, etc. Et il y a parfois aussi les traumatismes qu'on a vécus dans le pays d'origine peuvent nous donner des conséquences, comme par exemple, on peut se mettre à avoir des pensées négatives, avoir de la difficulté à dormir, à se concentrer. Parfois, il y a des femmes qui rapportent avoir des problèmes de mémoire ou à revivre les événements du passé, comme si elles s'y retrouvaient encore. Et il y a aussi les stress. Bon, les stress financiers, les stress par rapport aux enfants, quand il y a des enfants, par exemple, qui ont de la difficulté à l'école, etc. Il y a des stress en lien avec le conjoint. Puis il y a aussi la pression des communautés dans le pays d'origine qui, parfois, continuent à s'exercer et à mettre la pression sur les femmes, même quand elles sont ici. Donc, tous ces stress-là, parfois, peuvent amplifier les conséquences des traumatismes du passé ou peuvent finir par créer un problème de ce qu'on appelle de santé mentale qui n'existait pas avant. Ce que je dis, par contre, toujours aux femmes qui viennent me voir, je leur dis, ce que tu me décris est normal. Tu as une réaction normale. Toi, tu es normal. C'est la violence que tu as vécue qui ne l'est pas. Prochaine diapo. Qui a besoin de thérapie? Ce ne sont pas toutes les femmes qui ont vécu la violence qui ont besoin de la thérapie. Et une femme peut avoir besoin de soutien à un certain moment ou en arrivant au Canada, mais pour d'autres, ça va être 10 ans, 20 ans plus tard. Donc, c'est vraiment propre à chacune. C'est quoi la psychothérapie? Mais les personnes que je vois en psychothérapie, ce sont des personnes qui sont en grande détresse. Ce sont les personnes les plus vulnérables au moment où on se parle et qui ont besoin d'un soutien plus particulier
particulier, au-delà de juste le soutien d'une travailleuse sociale. Souvent, les femmes qui viennent me voir ont peur. Elles ont peur d'être jugées et il y a souvent un stigma attaché à la psychothérapie. Mais après une séance, 2 séances, 3 séances, elles réalisent que je travaille dans le non-jugement et que c'est tout à fait normal d'avoir besoin d'un soutien. Et puis, on peut travailler ensemble. Comment, par exemple, la dépression ou les traumatismes vécus dans le passé affectent la vie de tous les jours. Puis on peut essayer de trouver des moyens pour soulager la détresse, soulager la douleur, autrement que par la médication. Donc, un médecin peut prescrire de la médication pour aider, par exemple, une femme qui a de la difficulté à dormir, pendant que moi, en thérapie, je peux aider la femme à trouver des façons, une meilleure hygiène de vie, par exemple, de s'établir une routine avant d'aller dormir pour faciliter le sommeil. Donc, on parle ensemble des stress, on parle de ce qui les préoccupe, et puis on trouve ensemble, d'égal à égal, des solutions pour diminuer la douleur, diminuer la détresse, diminuer l'impact des stress du quotidien en convergence avec le vécu du passé. Donc, voilà. Et souvent, les femmes vont rapporter qu'elles ont de la difficulté à faire confiance aux autres à travers le lien thérapeutique qu'on peut développer, que les femmes peuvent développer avec un thérapeute, que ce soit une psychologue ou une psychothérapeute, ou même parfois avec un travailleur social ou avec une infirmière. Mais ce lien thérapeutique-là permet à la femme, par la suite, de vivre une relation réparatrice qui aide à redonner confiance en l'humain, que la femme peut ensuite peut-être appliquer dans sa vie de tous les jours et dans d'autres sphères de sa vie, comme avec ses collègues de travail, comme avec les membres de sa famille, etc. La prochaine. La pandémie. Beaucoup de femmes sont sur la ligne de front, beaucoup de femmes en processus de demande d'asile. La prochaine. Et il y a différentes réactions à la pandémie. Après avoir vécu des traumatismes et face à la peur et la détresse causée par le trauma, il y a des femmes qui vont être plus dans ce qu'on appelle l'évitement. Elles vont être plus elles vont se sentir paralysées. Donc, elles vont s'isoler, elles vont se cloîtrer. Et je l'ai bien vu en pandémie, il y a des femmes qui n'osaient pas sortir de la maison, ni elles, ni leurs enfants. Et on a vraiment fait un travail ensemble au téléphone et par vidéoconférence. On a fait un travail pour réapprivoiser l'activité de sortir à l'extérieur et retrouver une hygiène de vie, s'assurer que ces femmes-là et que leurs enfants pouvaient se réoxygéner. Mais c'est important donc d'aller vers les femmes et non pas d'attendre qu'elles viennent à nous, parce que quand elles sont dans un état comme ça, elles ne vont pas communiquer nécessairement leur détresse. Il y a d'autres femmes qui vont être plus dans la fuite. Et il y a des personnes que je vois donc, qui vont vraiment se plonger dans le travail. Il y en a même qui vont aller jusqu'à s'épuiser pour pouvoir dormir le soir. Donc, ils vont faire des 60 heures de travail par semaine. Ça, c'est pas mieux non plus. Alors, il faut toujours essayer de garder un équilibre tout en essayant de s'intégrer. La prochaine. On va passer à la prochaine, s'il vous plaît. Et à la prochaine. Le travail, c'est vraiment une opportunité pour le rétablissement. Ça permet souvent aux femmes de redonner un sens à leur vie, de reconstruire leur dignité, l'estime de soi, de reprendre aussi confiance dans l'humain, comme je parlais tout à l'heure, avec la relation thérapeutique, après avoir perdu la confiance dans l'autre, à travers des liens positifs. Puis parfois, ça peut se produire au travail ou dans un cours de francisation ou dans la communauté du pays d'accueil. Ça permet vraiment aux femmes
de retisser des liens et de reprendre confiance en elles aussi et à leur capacité de connecter avec les autres de façon positive. Beaucoup de femmes travaillent comme préposées aux bénéficiaires. Sur 30 personnes que je vois, que je suis en ce moment, il y en a 10 qui sont préposées aux bénéficiaires. Elles rapportent qu'elles aiment leur travail. Elles sont heureuses de contribuer à la société, d'aider les personnes vulnérables. Elles sont reconnaissantes envers le Canada. Donc, c'est une opportunité pour redonner à la société d'accueil. La prochaine. Évidemment, pour ce faire, il faut que ces femmes soient soutenues. Il faut qu'elles puissent avoir accès aux services, à un soutien psychosocial pour qu'elles puissent avoir de l'information sur leurs droits, parce que si on ne leur dit pas, elles ne le savent pas, et qu'on les accompagne aussi dans certains processus, comme quand il y a lieu de porter plainte, s'il y a de l'abus au travail ou un incident de racisme ou de discrimination quelconque, d'accompagner ces femmes-là pour qu'elles puissent prendre possession de leurs droits. Mais en gros, ce que je dirais aux femmes ce soir, c'est que vous avez les mêmes droits qu'un citoyen canadien, à part le droit de voter et l'accès aux garderies gratuites. Pour ça, je suis vraiment désolée. La prochaine diapo. Ben, le soutien, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut aller chercher dans du soutien? Ben, c'est important de trouver une personne qui vous écoute sans vous juger, qui peut vous offrir un soutien moral et émotionnel. Une personne qui vous donnera aussi de l'information fiable, parce que parfois on a de l'information dans la communauté ou à travers des amis ou des collègues de travail, mais ce ne sera pas nécessairement une information qui va être pertinente pour votre situation en particulier. Donc, c'est toujours important de faire appel à des professionnels, pas seulement à des amis ou à des personnes de la communauté. Et donc, de trouver une personne qui va vous permettre, comme je le disais tout à l'heure, de connaître vos droits et surtout qui vous laissera prendre vos propres décisions et non pas décider à votre place. La prochaine. Qui peut m'aider? Ben, la première chose, la première étape pour obtenir de l'aide, c'est d'exprimer nos besoins. Et ça, c'est pas toujours évident. Ça, je dis ça aux femmes, donc il faut pouvoir ne pas avoir peur de dire ce dont vous avez besoin. Et là, je m'adresse aux intervenants. Souvent, les femmes viennent de cultures où on leur a appris à se taire et à ne pas exprimer et à penser à elles et à souffrir en silence. Donc, parfois, les femmes ont besoin d'accompagnement pour pouvoir être capables de verbaliser et de nommer ce dont elles ont besoin. Donc, on peut aller chercher évidemment du soutien dans la communauté, mais il faut faire attention à la désinformation et aussi s'assurer qu'on développe notre réseau en dehors de la communauté. Donc, pas juste dans la communauté d'origine qui se trouve ici à Montréal, mais aussi en dehors de ce réseau pour vraiment pouvoir faciliter notre intégration puis avoir vraiment une expérience complète et non pas une reproduction de ce qui s'est passé dans le pays d'origine. Il faut faire appel à un professionnel. Les professionnels, quand je disais l'information fiable, alors il faut connecter avec des professionnels et parfois ça prend juste une personne qui est capable de nous donner de l'information fiable, un travailleur social, une infirmière, un médecin, un conseiller en emploi, un avocat, bref, quelqu'un en qui on a confiance. Ensuite, ce qui est bien, c'est qu'une fois qu'on a trouvé ce professionnel-là en qui on a confiance, bien, ce professionnel-là, on peut lui demander de travailler en réseau avec d'autres professionnels qui sont impliqués dans votre soutien. Puis parce que c'est ensemble, on travaille en équipe, qu'on fait la force. La prochaine diapo. La demande d'asile. Là, je vais passer rapidement là-dessus. On va passer à la prochaine diapo. Alors, la demande d'asile, bon, comme l'a bien expliqué tout à l'heure Déborah, il faut se trouver un avocat. Comment procéder? Ben, on peut communiquer, par exemple, avec le PRAIDA,
Les coordonnées vont être à la fin de mon diaporama, donc ou carrément le bureau d'aide juridique. On peut aussi, une fois qu'on a un avocat, il ne faut pas avoir peur de poser des questions, s'informer de quoi j'ai besoin, quel genre de document de preuve, comme ça vous pouvez vous préparer d'avance. Ensuite, c'est important de connaître vos droits. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise, par exemple, avec un avocat ou avec un travailleur social, vous avez toujours l'option de changer de professionnel. Ça fait partie de vos droits. Et puis ensuite, il va y avoir des longs délais d'attente. Il faut apprendre à vivre avec cette attente et l'incertitude. Voilà. La préparation à l'audience, l'avocat doit vous aider à préparer vos questions et vos réponses. Puis après, vous devez étudier votre récit au moment, avant votre audience, quelques semaines avant votre audience. Et ça, parfois, le thérapeute ou la psychologue ou le travailleur social peut vous aider à vous préparer, à vous pratiquer. Moi, je dis souvent aux femmes d'apporter les questions qu'elles trouvent plus difficiles. Et puis ensemble, on peut les regarder. Aussi, le thérapeute ou le psychologue peut vous aider à vous préparer émotionnellement et parfois à retrouver la mémoire de certains éléments de votre histoire que vous avez pu oublier. La prochaine diapo. L'audience à la cour. C'est important qu'il y ait quelqu'un qui puisse vous expliquer comment ça fonctionne une séance d'audience à la cour, qui va être là, qui va être présent. En ce moment, dans le contexte de la pandémie, ça se fait de façon virtuelle devant un écran d'ordinateur, mais à l'origine, les audiences se font dans une petite salle à la Cour d'immigration qui ne ressemble pas du tout à la photo que j'ai mise. Mais bon, j'ai quand même cherché une image pour illustrer un peu symboliquement. Et parfois, c'est important aussi de se pratiquer, de penser qu'il faut regarder de temps en temps le commissaire dans les yeux, ce qui est culturellement pas toujours facile à faire pour les femmes. Ensuite, c'est important de connaître vos droits la journée de l'audience. Si vous ne comprenez pas votre interprète ou si vous avez l'impression que l'interprète ne traduit pas bien ce que vous essayez de dire, mais il faut le dire. Je dis souvent aux femmes, quand elles se préparent, tout près, juste avant leur audience, je leur dis, si elles ne connaissent pas la réponse à une question, de simplement dire qu'elles ne le savent pas. Je ne sais pas. Je ne connais pas la réponse à cette question. Je ne suis pas certaine ou je ne me souviens plus. Vaut mieux dire ça que de donner de l'information qui n'est pas exacte, qui pourrait ensuite, par la suite, nuire à votre crédibilité et à vos chances de succès. Les émotions, souvent les personnes qui vont témoigner en audience ont peur d'avoir des émotions, ils ont peur de pleurer, ils ont peur de perdre le contrôle de leurs émotions. C'est vrai que, comme disait Soulia, c'est important de rester calme, mais en même temps, c'est correct d'avoir des émotions qui remontent à la surface. Pourquoi? Parce que les émotions, ça fait partie de votre histoire. Finalement, je vous dirais que le jour de votre audience, c'est vraiment le moment de saisir votre chance et de vous battre pour vos droits, pour votre vie et de vraiment prendre la situation en main et de vous représenter parce que vous êtes en bout de ligne la meilleure personne, celle qui connaît votre histoire et vous êtes capable de le faire. Prochaine diapo. Donc, rapidement, à retenir pour les femmes, c'est sûr qu'après avoir vécu un parcours migratoire difficile, rappelez-vous quand même que vous êtes ici en vie grâce à vos forces. Arrivé au Canada, il y a des défis multiples. Il faut aller chercher de l'aide, il ne faut pas rester seul. L'impact des traumatismes, quand on en subit, c'est normal. Rappelez-vous que vous êtes normal. C'est la violence qui ne l'est pas. Ne restez pas seul. Trouvez-vous une personne fiable qui ne vous jugera pas et qui vous permettra de prendre vos propres décisions. Consultez des professionnels, pas juste des amis. Informez-vous sur vos droits. Posez des questions. Cherchez à comprendre
les processus qu'on vous demande de faire. Au moment de l'audience, préparez-vous. Pas juste préparer les questions, les réponses, mais préparez-vous psychologiquement, émotionnellement. Et finalement, le jour de votre audience, c'est le moment de saisir votre chance. Merci. La prochaine. Pour les intervenants, prenez en considération le parcours migratoire. Les femmes en ont un qui est généralement long, avec plusieurs traumatismes et deuils. Elles ont besoin d'être soutenues. Arrivées au Canada, gardez en tête qu'il y a beaucoup de défis psychosociaux. Essayez de faire le tour de leurs besoins et des différentes sphères dans leur vie, pour vraiment vous assurer que vous offrez l'aide à tous les niveaux, ou que vous puissiez les référer à des services complémentaires aux besoins. Souvenez-vous aussi, les intervenants, les professionnels, que souvent l'impact des traumatismes, mais aussi des stress, une fois dans le pays d'accueil, ça peut avoir un impact sur la concentration, sur le sommeil. Et souvent, les professionnels, il vaut mieux parler lentement, il faut être patient. Parfois, il faut répéter l'information parce qu'il faut garder en tête que souvent, les gens ont beaucoup de choses à retenir. Ils sont en processus d'adaptation et s'ils ont vécu des traumatismes importants, ça peut aussi affecter leur concentration, donc leur capacité à retenir l'information. Référer une personne qui en a besoin à un médecin ou un psychologue. Tendre la main à ces femmes plutôt que d'attendre qu'elles viennent à vous. Utiliser une approche multidisciplinaire, travailler en réseau. Offrir un soutien sans jugement, essayer de créer un lien de confiance, informer les femmes sur leurs droits, puis aider-les à reconnecter avec leurs forces et leurs propres capacités internes, parce que parfois, elles ont oublié qu'elles ont ces forces et ces capacités. Et finalement, faciliter leur intégration et leur établissement en les aidant au niveau de la recherche d'emploi, s'assurer qu'elles ont un travail où elles se sentent à l'aise et les encourager, évidemment, à socialiser. Voilà, c'est tout. Je pense que c'était la dernière diapo. Oui. Merci. Merci Véronique pour cette excellente présentation, puis également Déborah aussi préalablement. Je vais y aller peut-être, on a fini les 19h30 là, parce qu'il est en construction, et il y aura cette information qui sera présente. Le second point, il y avait une question, alors c'est précédemment qui a été posée, à laquelle on a oublié d'y répondre, donc je vais peut-être la poser maintenant. C'est pour une demande d'asile à la frontière, pour une personne qui ne peut pas comprendre les questions des agents ou qui pourrait avoir des problématiques au niveau cognitif, par exemple. Ben, comment ça se passe pour les questions, pour les formulaires, est-ce qu'il y a des choses qui sont mis en place pour accompagner ces personnes qui arrivent à la frontière? Alors, ça peut être Déborah qui peut répondre ou Véronique. Oui, plus Déborah. Déborah. Personnellement, je ne sais pas, mais c'est connu parce que c'est ça, les formulaires, c'est difficile parce que c'est reconnu que les omissions dans les formulaires, justement, dans l'état dans lequel ils sont remplis, je veux dire, le contexte dans lequel ils sont remplis, c'est certain qu'ils ne sont pas parfaits. Et ça, la commission peut en rendre compte, mais c'est sûr que parfois, il y a des commissaires qui vont vraiment sticker sur les formulaires, des contradictions, etc. Donc, je ne sais pas c'est quoi je ne sais pas s'il y a des éléments qui sont mis en place à la frontière pour aider, par exemple, une personne qui serait un peu inapte sur le coup là, pour remplir les formulaires. Je sais qu'il y a des traducteurs. Par contre, comment ça fonctionne, de ce que j'ai compris, c'est que le traducteur traduit, c'est une autre personne qui remplit les formulaires à la place de la personne, donc un agent attitré le traducteur traduit les réponses et remplit les formulaires. Mais c'est certain que peu importe que la personne ait
qu'une personne soit un peu inapte, la personne ait mal compris les questions ou la personne, au contraire, pense qu'elle les a très bien très bien compris. Les formulaires sont faits d'une façon que c'est pas des pièges, là, mais c'est des questions que nous, on pense comprendre d'une façon, puis ensuite, le commissaire ou en fait la jurisprudence de la commission dit que non, il faut remplir le formulaire d'une certaine façon. Donc, ce qu'on va faire, c'est si jamais c'est arrivé, si jamais vous avez les copies de vos formulaires entre les mains et que l'avocat regarde et dit ça ne concorde pas avec l'histoire, bien, on peut essayer d'apporter des corrections. Parfois, le commissaire va accepter, parfois non. Mais moi, je suis de celle qui le fait. Puis au pire, on me dit que je ne pouvais pas le faire, mais je veux juste dire, regardez, on sait qu'il y a des erreurs. Parce que souvent, par exemple, moi, j'ai eu des femmes, il y a des femmes qui sont aussi victimes de fraude. La personne qui a rempli les formulaires pour elles, ce n'était pas les vraies réponses. Mais souvent, quand on essaie de focaliser sur le fondement de la demande. Donc, peu importe les formulaires, si madame retourne au pays aujourd'hui, est-ce qu'elle craint d'être persécutée? C'est vraiment là-dessus qu'on va se fonder. Donc, les formulaires, c'est toujours frustrant. S'il y a des erreurs, c'est frustrant, mais on va essayer de minimiser l'impact négatif le plus possible. Par exemple, en dénotant les erreurs. On les a vues, regardées, puis au pire, c'est rejeté, mais bon. Mais pour la question principale, je ne sais pas qu'est-ce qui est mis en place à la frontière, mais le plus important, c'est qu'on regarde s'il y a des erreurs puis qu'on les adresse. Mais je pense que pour voir s'il y avait des gens à la frontière qui peuvent aider, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas non plus s'il y a des organismes qui ont des revendications par rapport à ça. Je ne sais pas. Alors, j'ai une précision, justement. Je pensais notamment à des femmes atteintes de schizophrénie, par exemple, ou qui ont d'autres atteintes neurologiques cognitives. Est-ce que ça crée une différence? Ben, je sais pas. Je sais pas Parce que, par exemple, moi, je réponds dans l'optique où cette femme est dans mon bureau, qu'est-ce qu'on fait? Puis surtout, quand la personne est rentrée par la frontière, c'est déjà fait. C'est déjà fait. On doit comme le prendre. OK, bon, c'est fait. C'est pas nécessairement bien rempli. Puis, moi, la seule chose que je peux voir qu'on peut faire, c'est l'utiliser comme argument, de dire, regardez, il y a des erreurs, mais madame a un diagnostic de schizophrénie. Donc, pour expliquer les erreurs. Par exemple, l'exemple de fraude que je vous ai dit, j'ai vu la commissaire, j'ai dit, regardez, madame a été victime de fraude, j'ai soumis en preuve la lettre de l'ancien avocat qui me confirme la fraude, mais pour la commissaire, c'était même pas un enjeu. Mais certains commissaires, ça peut l'être, donc on ne sait jamais. Mais j'ai l'impression que ce qui peut être intéressant, c'est si jamais il y a plein d'erreurs, puis on pense que c'est lié à une condition mentale. Bien, moi, en tant qu'avocate, je me dis, bon, ben j'aimerais bien avoir une lettre de l'intervenante ou une lettre qui me confirme la condition mentale qui aurait pu mener aux erreurs, puis de plaider que malgré les erreurs, l'important, c'est vraiment le risque si elle retourne. Puis ce risque-là est lié, quand on parle de risque sur le genre, c'est lié au genre. Donc, peu importe les adresses qu'elle a mises dans son formulaire, je veux dire, elle demeure une femme. Elle demeure une personne qui s'identifie comme femme aussi. Donc, les risques demeurent. Donc, c'est quelque chose que, encore là, ça peut être un problème, mais c'est mieux qu'on l'adresse en amont pour que ça ne le soit pas. Donc, pas de panique si jamais il y a des grosses erreurs dans les formulaires. C'est pas la fin de la demande. On va se battre pour que ça ne le soit pas. Merci pour la réponse. Il y avait une deuxième question qui était plus d'expliquer, de clarifier ce fameux papier brun. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que, Dr. Harvey, est-ce que vous voulez l'expliquer? Non, pas du tout. Non, je pense que vous êtes vraiment mieux placé que moi pour le faire. Je peux l'expliquer. C'est le papier brun. Le papier brun est reçu de deux façons en ce moment. En fait, si vous êtes des intervenantes, soit les femmes ont un papier brun, soit elles ne l'ont pas encore. Si elles ont un papier brun, deux options. Soit elles ont, donc ce que je parlais tantôt, là, elle a déposé l'asile à l'aéroport ou à la frontière, mais en tant que COVID, la frontière, c'est pas vraiment, mais l'aéroport. Et elle a été déférée, la demande a été déférée à la commission. On lui a donné un papier brun.
Et si elle n'a pas déposé son histoire d'asile, on regarde le 45 jours à partir de la date du papier brun. Mais il y a aussi des femmes qui ont demandé l'asile, qui ont leur papier brun. Et ces dames qui ont le papier brun, qu'est-ce que ça fait le papier brun? C'est leur document d'identité du demandeur d'asile. Ça leur donne aussi accès à la couverture médicale. Toutefois, ça, c'est un bon exemple de... Par exemple, moi, je suis une jeune avocate, je me concentre sur le droit. Si une de mes clientes me dit « Peux-tu m'expliquer tout ce que je peux faire avec un papier brun? » J'ai des limites. Je vais être comme « OK, je sais que ça peut t'aider pour l'hôpital, mais c'est pas ton permis de travail. Le permis de travail, OK. » Donc, c'est là que l'avocat a ses limites et que les intervenants dans des organes... Par exemple, sur cette question, je suis assurée qu'un intervenant ou une intervenante dans un organisme qui accueille les nouveaux arrivants a une meilleure réponse que moi. Donc, ça, c'est un bon exemple que le papier brun, moi, je sais environ à quoi ça sert. Je sais que c'est le document d'identité, mais moi, dans le cadre de mon travail, je ne l'utilise pas vraiment. Je l'utilise comme pièce d'identité pour ouvrir mon dossier, mais dans la demande d'asile elle-même, je ne vais pas l'utiliser. C'est un papier qui est comme l'identité de la personne pour lui donner accès aux différents services, mais c'est là que les intervenants des organismes, c'est vraiment là que vous devez les diriger parce que, bien, je parle pour moi, mais j'ai une collègue ici qui a 25 ans d'expérience, elle connaît par cœur le papier brun, mais moi qui commence, j'ai peur de vous donner des... Ça va être un peu plus difficile. Donc, je vous conseille que si vous avez des questions sur papier brun, aide sociale, numéro d'assurance sociale, ça serait plus des intervenants qui travaillent dans des organismes qui accueillent les nouveaux arrivants. Parce que moi, je sais, je parle pour moi, mais je parle aussi pour ma collègue qui commence aussi. C'est limité. Donc, c'est ma réponse limitée, justement. J'ajouterais peut-être juste une dernière petite chose, c'est que le papier brun, bon, étant la couverture, donne accès aux soins de santé. Ça donne accès aux soins de santé physiques, mais aussi à la psychothérapie. Donc, la psychothérapie est gratuite si les femmes en ont besoin avec le PFSI. Merci pour vos réponses. Je vais me retourner vers les participants et les participantes. Il y a des questions, notamment en lien avec le soutien, parce que c'était la partie qu'on voulait avoir en échange, mais qu'on n'a pas pu. Est-ce que vous avez des questions à poser? Là, je n'en vois pas dans le chat, ni de main levée. Alors, juste pour rappeler, effectivement, les vidéos vont être mises sur notre site internet sous forme de capsules. Donc, vous pourrez ensuite aller cliquer sur la demande d'asile, donc la procédure. Vous pourrez cliquer sur le soutien en psychothérapie, par exemple. Donc, vous aurez des thématiques comme ça qui vont être visibles. Et j'inviterai aux femmes qui sont présentes de faire circuler l'information à d'autres femmes, peut-être, aux intervenants d'utiliser ces capsules peut-être aussi pour transmettre l'information. On aura bien entendu puis écouté tout le long de ces interventions comment la compréhension et la connaissance des droits est fondamentale pour permettre aux femmes de faire leur propre choix. Et donc, je vous inviterai justement à faire circuler au plus de monde possible ces informations-là qui sont fiables par des professionnels qui ont cette expérience aussi depuis auprès de ce public. Autre chose, juste pour faire un rappel, c'est notre premier webinaire, notre tout premier du genre. Donc, je vous inviterai également à faire peut-être une petite évaluation de ce webinaire. Vous avez dans le chat le lien vers l'évaluation. Ça va nous permettre d'une part d'avoir des retours sur qu'est-ce que vous avez pensé de cette présentation, puis surtout aussi des suggestions pour pouvoir nous améliorer dans le temps. Sachant qu'on a d'autres webinaires à venir. Le prochain sera le 29 avril et sera orienté sur la procédure de demande humanitaire. Et sur le même profil, vous aurez 3 intervenants, 3 panélistes qui vont être présents. Donc, une femme qui va pouvoir nommer son expérience, 2 avocates même, qui vont être présentes pour nous expliquer la procédure,
Et la troisième personne qui sera présente sera une intervenante qui a cette expérience aussi d'accompagner, de soutenir les femmes durant cette procédure humanitaire et qui fait suite, pas forcément, mais souvent, qui peut faire suite à, par exemple, une demande d'asile pour laquelle la femme a été déboutée, qui peut faire cette demande humanitaire dans certaines situations. Donc, c'est comme une continuité dans la procédure. Donc, c'est ce qu'on vous propose pour le mois prochain. Je vous inviterai aussi à poser toutes vos questions, si vous en avez d'autres qui peuvent arriver par la suite, de ne pas hésiter à me transmettre un courriel. Et dans ce cas-là, je ferai suivre les questions pour pouvoir y répondre. Et ces questions-là, les réponses et les questions vont être, j'ai pris note de toutes les questions, vont être mises sous forme de questions-réponses, questions les plus posées, fréquemment posées, et les réponses qu'on va mettre aussi sur notre site pour pouvoir avoir la trace des réponses voilà, et s'assurer d'avoir un suivi aussi. Sachant qu'on n'a pas eu le temps de faire le lien avec les soutiens possibles, je vous inviterai à peut-être de m'envoyer en courriel de la même manière des suggestions, des références que vous avez, des organismes, des adresses, des contacts qui peuvent être bénéfiques pour des femmes qui traversent cette situation, ce processus-là. Et à la fin de tous les webinaires, je vais créer une boîte à outils qui sera renvoyée à tous les participants. Donc, pour s'assurer aussi d'avoir qu'on garde des traces de nos échanges d'aujourd'hui et de ceux d'après. Donc, je vous remercie d'avoir été attentifs et présents jusqu'à 19h45. Je vais laisser peut-être un dernier mot à nos panélistes et à Erika si tu souhaites ajouter des choses. Oui, il y avait juste une dernière question dans le chat, donc peut-être les panélistes pourraient l'aborder en terminant. Alors, ah oui, je viens de la voir. Pourquoi certains demandeurs d'asile obtiennent leur papier brun, mais pas leur permis de travail en même temps? Plusieurs sont en attente de leur permis de travail et ça leur prive d'avoir un numéro d'assurance sociale et de ce fait, trouver un travail, ouvrir un compte bancaire, etc. Donc, qui souhaiterait répondre à cette question? Donc, pourquoi le fait que certains demandeurs d'asile obtiennent leur papier brun, mais pas leur permis de travail? Moi, je ne peux pas répondre à cette question-là. Je vais laisser Déborah y répondre. Mais je veux juste dire quelque chose. Il y a vraiment un problème très sérieux au niveau du renouvellement du permis de travail. Beaucoup de demandeurs d'asile perdent leur emploi parce qu'ils n'arrivent pas à renouveler leur permis. Donc, je lance l'appel à l'aide. Si jamais quelqu'un qui a un pouvoir d'agir peut nous entendre. Pour ma part, c'est encore une question que malheureusement, c'est l'expérience qui me l'aurait dit, mais je n'ai pas assez d'expérience pour le savoir. Par contre, je peux m'engager à chercher la réponse. Je pense que je peux l'obtenir assez rapidement, puis je pourrais l'envoyer par la suite. Là, nous, on pourra la rediffuser par la suite. Je vais laisser les derniers mots. Est-ce que, Véronique, tu souhaitais t'exprimer avant qu'on quitte? Oui, je remercie à tout le monde qui était présent ce soir. Je tiens à remercier tout particulièrement Mariam et Erika pour l'organisation. Je trouve que c'est bien fait et j'espère que ça va pouvoir enrichir les connaissances de tous et chacun. Évidemment, on ne connaît pas tout, mais c'est bien d'avoir des plateformes où on peut partager et échanger nos expériences. C'est comme ça qu'on avance et puis qu'on arrive à faire une société meilleure. Voilà, et plus accueillante surtout pour ces femmes. Merci Véronique. Est-ce que, Déborah, tu souhaitais ajouter un petit mot de fin?
Je souhaitais vous remercier, Erika et Mariam, de l'invitation. Je suis très contente d'avoir pu ces informations-là. Justement, je suis très contente qu'il y ait un médium par lequel on peut tous communiquer parce qu'on n'est pas souvent tous en communication, les intervenants, les avocats et tout ça. Donc, je trouve ça très, très bien. J'espère que ça continue puis qu'on puisse justement toujours être complémentaires. Puis, de toute façon, on a toute la même lutte. Donc, Merci. On a une petite réponse aussi de Jacques qui nous nomme que la preuve du dépôt de demande de renouvellement est suffisante pour maintenir le lien d'emploi avant la réception du renouvellement. Donc, je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. Vous avez mon courriel qui est précisé dans le chat. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions, vos ressources, vos outils, tout commentaire ou suggestion. Vous avez également le lien vers le formulaire d'évaluation. Ça vous prendra 3 petites minutes et ça sera très apprécié pour qu'on continue notre travail et qu'on ait des retours pour vraiment s'assurer qu'on répond le mieux possible aux besoins des personnes. C'est sûr qu'on a fait un horaire assez particulier en soirée parce qu'on avait aussi la volonté de rejoindre des femmes. Si vous considérez que cet horaire est vraiment compliqué, vous pouvez aussi le nommer. On prend toutes les suggestions possibles parce que c'est ensemble qu'on arrivera justement à amener une compréhension, une conscientisation commune des enjeux vécus par les femmes et à partir de là, de trouver des solutions ensemble pour pouvoir avancer vers une intégration qui soit vraiment sensible à tous les besoins. Donc, je vous remercie encore pour votre présence, pour votre participation, pour vos écoutes et à très bientôt, au 29 avril.